pense qu'on va pouvoir commencer cette séance du conseil municipal. Il est 20h, pardon. Alors, il est possible que ce soir, nous ayons quelques soucis au niveau du son. Il risque d'y avoir des grésillements, enfin des choses comme ça, donc on espère que ça va passer, mais il est possible qu'on en ait. Le matériel est quand même maintenant un peu vieux, n'est-ce pas? Il date de plus de 10 ans. On a quelques petits soucis. J'espère que ça ne se produira pas, mais voilà. Et juste, bon, je vais passer à l'appel. Bon, Yves Revel, présent. Monsieur Thierry Delian. Présent. Madame Annick Pandolfi. Présent. Monsieur Philippe Coustour. Présent. Madame Sophie Mérès. Présent. Monsieur Michel Noblet. Présent. Madame Céline Morin. Présent. Monsieur Félicien Margueritas. Présent. Madame Patricia Charton. Présent. Donc Monsieur Marcel Belleuil absent, pouvoir à Yves Revel. Madame Noël Proust. Présent. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouel. Madame Isabelle Rambose. Présent. Monsieur Joël Maillard. Présent. Madame Martine Joly. Présente. Monsieur Serge Chélan absent, pouvoir à Madame Sophie Mérès. Monsieur Philippe Guillonneau. Présent. Monsieur Xavier Lefebvre absent, pouvoir à Monsieur Thierry Delian. Madame Myriam Mathieu. Présente. Madame Jessica Kellier. Présent. Monsieur Vincent Couric absent, pouvoir à Madame Annick Pandolfi. Monsieur Claude Copin. Présent. Madame Sylvie Béguier. Présente. Monsieur Nelson Dos Santos. Présent. Monsieur Serge Loisel. Présent. Madame Fabienne Quervert. Présente. Madame Sophie Sauteur. Présent. Madame Danielle de Roquefeuille. Présent. Et Monsieur Émile Manès. Présent. Alors, désignation d'un secrétaire de séance. Monsieur. Très bien, merci. Bien, écoutez, nous sommes ce soir heureux d'accueillir Monsieur Émile Manès, suite à la démission de Monsieur Philippe Miraut et à l'absence lointaine de Madame Sylvie Béguier. Voilà donc Monsieur Émile Manès. Sylvie Boyer. Ah, je suis désolé. Oui, Madame Sylvie Boyer, excusez-moi. Voilà, et donc, voilà, Monsieur Émile Manès qui nous a rejoint ce soir. Voilà. Merci de votre accueil. Arrivée de Madame Marie-Josée Rossi-Jaouel. Bien. Nous allons passer à l'ordre du jour. Donc, délibération concernant la modification des effectifs. Alors, je vais vous lire le texte pour tout le monde. Compte tenu des différents mouvements personnels, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs de la ville en apportant les modifications liées aux changements mentionnés ci-après. Un agent sur le grade d'adjoint technique va être recruté à la DSVRM pour remplacer un agent mobilité. Or, ce dernier détenait le grade d'agent maîtrise, il convient donc de transformer le poste. Dans le cadre du dispositif ULIS mis en place à compter de cette rentrée 2022, il paraît souhaitable d'apporter un renfort aux équipes du FAE scolaire assurant la surveillance sur le temps du midi. Il est ainsi envisagé de recruter une animatrice ayant le profil AESH à hauteur de 8 heures hebdomadaires. Donc, proposé de mettre à jour le tableau des effectifs de la ville en apportant les modifications liées aux changements mentionnés ci-dessus. Filière technique, création d'un poste d'adjoint technique et suppression d'un poste d'adjoint maîtrise. Et dans la filière animation, création d'un poste d'adjoint d'animation à temps non complet pour 8 heures hebdomadaires. Il est par conséquent proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de valider le tableau des effectifs ainsi mentionné. Avez-vous des questions? Oui, Madame Sauteur. Oui, je vous remercie. Je souhaitais savoir, l'agent en mobilité, c'est définitif? Enfin, c'est quel type de mobilité? C'est un an? C'est une invitation? D'accord. Non, je croyais qu'en mobilité, il gardait son poste, mais oui. non, ce n'est pas le cas. D'accord.
Très bien. On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je vais donc passer la parole pour les délibérations suivantes à M. Thierry Deléon. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Cette délibération sur le secteur de finances propose donc de porter la candidature à la demande de la ville de Benne au fonds de concours de la communauté de cœur des Vignes, sur les travaux de sécurisation des piétons, notamment par la réflexion de l'éclairage public. Un certain nombre d'opérations sont déjà lancées, notamment à la ferme de l'Orme. Les dépenses totales prévues hors taxe sur ce projet sont de 121 121,86 €. Le fonds de concours, donc à hauteur de 30% des sommes éligibles, parce que je vous rappelle que sur les fonds de concours, ce n'est pas l'intégralité du dossier qui est pris, mais juste les lignes qui sont dans le dispositif du fonds de concours. S'élèverait donc à 26 812,51 € pour un reste à financer par la commune de 94 309,35 €. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien, je laisse la parole à M. Thierry Deléon. Merci. La délibération suivante vous propose quelques modifications sur le budget qui a été voté cette année. Donc pour rappel, vous savez qu'on peut transférer des sommes au sein d'un chapitre budgétaire, mais lorsqu'on doit transférer des sommes d'un chapitre à l'autre, on doit repasser par un vote. Et comme on constitue le budget au plus proche, au plus près, en fonction des opérations et de la conjoncture, on est obligé de faire quelques modifications que vous avez dans la délibération. Donc en dépenses de fonctionnement, on va réaffecter 18 835 € sur les frais d'études liés aux petites villes de demain qui avaient été inscrits sur de l'investissement. Vous allez retrouver en dépenses d'investissement une somme négative. Ensuite, cette année, nous avions anticipé l'augmentation du point d'indice pour les agents. À l'époque des discussions, nous avions inscrit 2,5%, non 3%, on avait tablé sur 2,5-3% d'augmentation. Au final, on est à 3,5%, ce qui nous oblige à rajouter sur la ligne budgétaire 70 000 €. Ensuite, le fonds de péréquation, une relative bonne nouvelle puisque on va avoir 11 654 € en moins sur le fonds de péréquation à reverser. Ensuite, 14 632 € qui vont permettre, donc c'est des sommes qu'on dégage pour le retransférer en investissement. Et puis 1 000 € de crédits supplémentaires pour les dotations aux amortissements pour pouvoir solder ce chapitre. En recettes de fonctionnement, on a 38 616 € supplémentaires qui sont des indemnités complémentaires de l'assurance maladie du personnel. On a 2 978 € de droits de stationnement et surtout de l'utilisation du domaine public. On a 7 752 € supplémentaires en recettes suite au versement des taxes des terrains devenus constructibles. On va retrouver ici les 15 840 € qui correspondent aux subventions du dispositif Petite Ville de demain qui avait été initialement positionné sur l'investissement et qu'on remet donc sur le fonctionnement. Et puis 17 827 €, c'est toujours suite à l'étude des comptes par la trésorerie qui a identifié des sommes qui auraient dû être inscrites en fonctionnement, qui ont été inscrites en investissement, donc là on les met en recette de fonctionnement. Sur les dépenses d'investissement, donc il y a 17 827 €
d'évoquer. Et puis, moins 18 000 euros sur, enfin 18 035 euros sur les frais d'études des petites villes de demain qui ont été transférés en fonctionnement. C'est que de la tuyauterie comptable, hein, puisque au final, il n'y a pas un centime de plus qui est dépensé. Et en recette d'investissement, on a donc les 1 000 euros sur la dotation aux amortissements. On a les 14 632 euros issus des recettes de fonctionnement transférées à l'investissement et moins 15 840 euros toujours sur les subventions liées aux petites villes de demain qui sont positionnées en recettes de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions? Madame Sauteur. Oui, pour le chapitre 012, 60 000 euros. Si j'ai bien compris, c'est juste pour la différence entre les 3% prévus et les 3,5% qui vont être... Oui, en fait, la somme totale sur laquelle nous avions prévu pour anticiper l'augmentation du point d'indice, en fait, n'était pas assez élevée, donc on le relève suite à la décision définitive. À l'époque du budget, on n'avait pas encore l'arbitrage définitif de l'État. Mais donc, ça fait que 0,5%, ça représente d'augmentation, ça représente 60 000 euros. En fait, j'ai plus en tête ce sur quoi on s'est établi, c'était entre 2,5, 3, je ne sais plus. Il faudrait que je redonne. Donc 180 000, ça veut dire 180 000 euros. Pardon. Ah oui, donc on m'a dit qu'on avait fait des simulations sur 2% et on atterrit à 3,5. Donc il y a 1,5% de décalage. D'accord, merci. D'autres questions? Peut-on passer au vote? Oui. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention, Madame Sauteur. Non. Alors, je laisse la parole toujours à M. Thierry Delian concernant une admission en non-valeur. Oui, donc cette délibération, c'est une demande des services du Trésor public qui n'arrivent pas à collecter des sommes pour 177,90 € de factures qui ont été émises entre 2016 et 2021 et donc ils nous demandent de les inscrire en non-valeur. Donc on renonce à ces sommes. C'est usuel. Le Trésor public a dû engager toutes les démarches nécessaires pour récupérer ces sommes et ça reviendrait peut-être trop cher d'aller plus loin. Donc pour 177,90 €. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Il a toujours la parole à M. Thierry Delian. Alors, la délibération suivante fait suite au travail que l'on a engagé l'été dernier auprès d'un cabinet conseil qui ne se rétribuerait que s'il nous faisait faire des économies sur les emprunts en cours. Et en parallèle, on a également engagé des démarches auprès de la Caisse française de financement local pour étudier la structuration de notre dette et voir si on pourrait dégager des marges de manœuvre. Donc suite à cela, on a eu une proposition informelle du cabinet, alors je ne me rappelle plus du nom, Combo, sur nos 3 budgets, et on n'a pas encore la décision définitive, mais il tablerait sur une économie sur un emprunt, enfin sur 2 emprunts sur le budget de l'assainissement, mais comme on n'a pas encore le retour, je ne peux pas rien vous présenter, on n'a pas le retour officiel, qui tournait autour des 30 000 € d'économie. Et sinon, avec la Caisse française de financement local, elle a étudié notre structure de dette et nous a proposé 3 scénarios de reprofilage de certains emprunts. En quoi consiste le reprofilage? Il consiste à regarder la somme de capital à rembourser et en combien de temps, et nous propose pour dégager dans les prochaines années des financements supplémentaires, nous propose de rallonger l'emprunt pour lisser en fait, et évidemment ça a un coût sur les intérêts et je vais en parler. Donc sur les 3 propositions qui étaient en lot 3, qui étaient en 3 lots, pardon, le premier, enfin le 3e lot, puisque je dois donner les numéros, le 3e lot nous proposait de reprofiler 2 millions d'euros sur 20 ans, alors que, enfin sur
15 ans, pardon, avec un coût total de ce reprofilage, donc les intérêts supplémentaires et le rallongement, de 130 000 euros environ, ce qui reportait en fait ces emprunts qui devaient s'éteindre à l'horizon 2030 à 2042-2043. On a préféré ne pas donner suite sur ce lot parce que beaucoup trop cher et beaucoup trop lointain et impactant l'avenir. Le deuxième lot nous proposait le reprofilage d'1,7 million, donc de plusieurs emprunts sur la dette sur 15 ans, et pareil, donc un rallongement en fait des paiements, ce qui portait le coût total à 170 000 euros, un peu plus de 170 000 euros. Donc le lot 2, et qu'on n'a pas retenu non plus parce que trop impactant et trop coûteux. Celui qui nous a semblé le plus utile dans l'immédiat, c'est le reprofilage de 2 emprunts pour une somme totale de 477 000 euros qui devait s'éteindre à l'horizon 4 ans ou 5 ans, de les prolonger pour une durée de 7 ans, ce qui va nous permettre dès l'année prochaine de pouvoir dégager 124 000 euros supplémentaires de marge de manœuvre en investissement. Et puis sur les 3 années suivantes, 45 000 euros à peu près. Je n'ai plus les tableaux en tête. Et puis après, évidemment, le remboursement de la dette restante est un peu plus long, ce qui fait un coût total de cette opération sur les 8 ans de 38 600 euros, ce qui représente à peu près 4 800 euros par an. Voilà. Donc c'est celui qu'on vous présente là ce soir et qu'on vous soumet au vote. Est-ce que vous avez des questions? Madame Sophie-Sauter. Oui, alors j'ai eu du mal à obtenir certaines informations, mais je les ai eues, donc je vous en remercie. Vous avez parlé de 2 emprunts, mais ce sont 4 emprunts qui sont rachetés, c'est bien ça? Non, sur celui-là, c'est 2. Attendez, je rouvre le tableau parce que... Alors, moi j'en vois 4, c'est pour ça. Il y a plusieurs... c'est quelle délibération? Effectivement, c'est 4. Oui, effectivement, c'est 4. C'est 472 000 euros, 301 000 euros, 186 000 euros et 68 000 euros. Non, 478 000 euros, c'est le total. Oui, c'est ça. Donc oui, bah, je vous écoute. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. 472 000 euros le total, pardon. D'accord. Oui. Et donc, alors, sur ces 4 prêts ont des profils très différents. Oui. Donc, il y en a 2 notamment, celui de 50 101,02 euros et celui de 153 389 euros, qui sont à 0,5%, qui s'éteignent en 2026. Oui. Et donc, je ne comprends pas l'intérêt pour la commune de racheter ces capitaux, ces emprunts, qui vont être soldés sur 4 ans à 0,5 euros, pour les transformer à un prêt sur 7 ans à 2,8%. Et de la même façon, le troisième, là il y a un 58 713 euros, qui est un taux important puisque c'est à 4,8%, donc ça c'est un taux important. Par contre, il s'éteint dans 1 an, et donc je ne vois pas l'intérêt non plus de le racheter pour le prolonger sur un taux de 2,8%. Alors, il y a un élément pour lequel il y a 2 éléments complémentaires. Le premier, c'est que le reprofilage avec cet organisme se fait que sur une somme globale de 400 000 euros minimum. Donc en fait, ils nous ont proposé d'intégrer ceux-là qui s'éteignent très rapidement. Pour le coup, sur lesquels on avait quasiment plus d'intérêt à vie, puisqu'on est en fin d'intérêt. Depuis, on n'avait plus d'intérêt chez les habitants. Et l'équilibre total nous a paru, alors évidemment, unitairement, effectivement, c'est pas avantageux, mais ça nous permettait d'y intégrer les 2 plus gros, qui étaient un peu plus longs pour dégager immédiatement des marges de manœuvre. Sans faire cela, on n'aurait pas eu la proposition, on n'aurait pas pu le faire. Avec les autres emprunts que la commune a, il n'était pas possible d'en choisir un autre pour arrondir à 400 000 euros. Et Ce travail a été fait, et là, c'est la proposition ferme qui nous a été faite. parce qu'en fait, sur les 478 000 euros, il y en a vraiment d'intéressant
sachant que 210 000 euros à racheter éventuellement. Mais le reste, soit 262 000 euros, c'est pas intéressant. Bah, en fait, Donc c'est vrai que ça donne de la marge de manœuvre sur les 4 prochaines années. Mais par contre, donc c'est intéressant pour l'équipe pour ce mandat. Mais par contre, sur la durée, je ne vois pas l'intérêt pour la commune. Donc est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est intéressant pour la commune cette action? Alors, comme vous le savez, on a des marges de manœuvre limitées. 2023 va s'inscrire un peu dans l'incertitude. On est encore en plein débat sur la loi de finances. Donc, la loi de finances, c'est notamment sur les recettes. Et il nous a semblé important de ne pas nous mettre en difficulté l'année prochaine. Alors, certes, de manière unitaire, certains emprunts, ça ne paraît pas utile, mais dans la globalité, il nous a semblé plus utile de répondre à cette offre pour dégager des marges de manœuvre l'année prochaine. C'est la semaine prochaine. Et est-ce que ce n'était pas plus intéressant pour la commune, encore une fois pour la commune, de renégocier des taux, dont certains, il y en a un qui est encore à plus de 4%, plutôt que de passer encore une fois par cette opération? C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait initialement et aucune banque n'a voulu racheter nos emprunts. Ils n'ont pas trouvé intéressant parce qu'ils ne sont pas des philanthropes. Donc aucune banque ne nous a proposé de rachat et de rachat de dette pour le remettre sur un autre emprunt. Donc là, on a été coincé sur ce sujet-là. Mais on a fait ce travail cet été. D'autre part, enfin pour terminer, donc ça, alors oui, il y a une erreur d'ailleurs dans l'ordre du jour, il est marqué renégociation des emprunts de la commune, alors qu'en fait c'est pas une renégociation, c'est un refinancement. Oui, parce qu'en fait c'est le package total de la démarche qui a été notifié comme ça Oui, enfin je le fais remarquer. Et donc en fait c'est un nouveau prêt. On peut le considérer comme étant un nouveau prêt. C'est un reprofilage de prêt. Mais oui, c'est un nouveau prêt. C'est 4 qui disparaissent cette année pour être remplacés par un seul. C'est-à-dire que, contrairement par exemple à une renégociation qui étale davantage certains prêts où on renégocie éventuellement le taux, là, il va y avoir un versement à la commune des 478 608 euros. Non, pas du tout. En fait, nous sommes passés, notre dossier est passé en commission interne de la banque qui nous a proposé ce reprofilage, donc ça a été accepté. Oui. En fait, ils vont reprendre à leur compte le reste à charge avec les banques. Mmh. On va rembourser ce nouveau prestataire, en fait, sur base du nouvel emprunt qui nous est présenté, donc un remboursement annuel de 75 150 euros. Mais là, il y a marqué que cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds, montant versement des fonds 478 608 euros, versé automatiquement le 1er janvier 2023. En fait, c'est juste c'est le texte habituel, classique, pour dire que ça va être mis en place le 1er janvier 2023. Mais la commune va bien recevoir 400... Oui. En fait, c'est la délibération dans sa rédaction a été imposée par la caisse de refinancement. D'accord. Donc on ne l'a pas changé, mais dans les faits, dans la tuyauterie... donc dans les faits, la commune ne va pas recevoir 478 000 euros. Non, dans les faits, la commune va rembourser moins l'année prochaine, et moins à hauteur de 124 140 euros. Oui, on a le tableau là et on voit qu'effectivement jusqu'en 2030, les versements seront moins importants par année sur les prochains. Enfin, ça sera étalé. Il y aura plus de versements, mais ils seront moins importants. Voilà. Okay. Merci. Vous parliez de philanthropie, l'organisme qui nous a aidés à faire ce profilage. Vous dites qu'il ne se rémunère que s'il nous fait faire des économies. Quid de cette opération? Alors cette opération, elle est en parallèle de ce que vous avez expliqué d'abord. Là, c'est un autre organisme, c'est la caisse, et qui, elle, ne se rémunère pas. C'est une aide aux collectivités. D'accord. Avez-vous d'autres questions? Oui, bonsoir.
bonsoir. Moi j'ai une petite question puisque en fait, malgré tout, ce nouveau prêt qui a bien des objectifs intéressants, il va coûter quand même 30 000 € de plus à la commune. Oui, c'est ce que je veux dire. En fait, 38 601 € sur 8 ans, ce qui représente 4 800 € par an. Oui, donc c'est un coût supplémentaire, alors qu'aujourd'hui on doit justement essayer de faire en sorte de faire des économies. Donc c'est encore un coût. Pardon? C'est encore un coût supplémentaire à l'heure où on doit faire des économies. Alors ce sera un coût supplémentaire au bout de 4 ans, et ce qui laisse la possibilité de réorganiser puis de voir un peu venir. Parce que là, dans l'immédiat, sur l'année 2023, il nous a semblé important, mais c'est un vrai choix de la majorité. Il nous a paru important de dégager des marges de manœuvre tout de suite pour pouvoir continuer à investir sur la commune. Et ces marges de manœuvre que vous voulez dégager justement par ce nouvel emprunt, vous avez des idées sur quoi vous allez les affecter? Ça, on aura cette discussion lorsque on va raconter le budget. Ça va rentrer dans des dépenses en moins sur l'investissement, sur le remboursement de la dette. Et donc ces dépenses en moins sur le budget feront des capacités d'investissement supplémentaires sur le budget 2023. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Y a-t-il des votes contre? Ah, pardon. Est-ce que, bon, si j'ai bien compris, on a le sentiment que cette année va être très difficile et que parallèlement, vous n'envisagez pas dans vos programmes de les considérer d'une manière un peu différente pour justement mieux faire face à cette situation qu'on ne maîtrise pas totalement à ce jour. Alors bien d'accord. À savoir le fait de vouloir continuer à investir sans avoir éventuellement, peut-être l'avez-vous fait, examiner des investissements que vous pourriez reporter éventuellement, qui pour vous pourraient paraître incontournables. Ça, effectivement, c'est le cas. Il y a des investissements qui étaient prévus, programmés, et d'ailleurs, vous l'avez sûrement vu dans le PPI entre 2021 et le PPI 2022, il y a eu des réajustements qui sont faits en fonction de la conjoncture. On a quelques urgences, notamment liées à la sécurité et à la rénovation de certaines voiries ou la mise en sécurité de certains trottoirs, qui sont de notre point de vue incontournables. C'est un vrai choix sur lequel, et on a déjà en tête l'enveloppe en grande maille en fait de ce qu'il faut faire de façon impérative. Je fais référence notamment à l'audit sur les voiries qu'on a conduit l'année dernière. C'était l'année dernière, parce que le temps passe tellement vite, qui nous invite très fortement à faire tout de suite des travaux de rénovation sur les voiries, sinon ça va nous coûter beaucoup plus cher si on le fait plus tard. Donc tout cela s'inscrit, alors bien évidemment, là on parle juste de ce reprofilage sur cette somme-là, mais toute cette réflexion est bien plus large, évidemment, pour la construction du budget 2023. D'ailleurs, vous aurez noté que sur ce conseil municipal, on propose de porter la motion de l'Association des maires de France pour faire du lobbying auprès des parlementaires sur la loi de finances. Alors entre le moment de la rédaction, on en parlera tout à l'heure, et aujourd'hui, il y a des avancées qui ont eu lieu, je vous en dirai deux mots. Mais toute notre action est bien plus large. Là, on parle d'une mesure qui s'inscrit dans des choses un peu plus larges, qu'on a d'ailleurs l'occasion d'échanger lors des commissions finances. Bien. On va passer au vote. Il n'y a plus d'autres questions. Donc, qui vote contre? Moi, j'ai juste une dernière question. En fait, Écoutez, j'aimerais bien que quand on se demande si on peut passer au vote, on se dépêche. je vais la main, je suis Allez-y. désolé, monsieur le maire. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, on a
voirie, etc. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, Ils vont redégager des marges d'investissement pour pouvoir être un peu plus à l'aise pour conduire les urgences. Et j'ai rappelé les urgences sur la voirie. Mais ce n'est pas forcément c'est pas que cela. oui, donc c'est pour simplement gérer les urgences. C'est pas simplement gérer des urgences. C'est-à-dire que lorsque vous faites un audit sur l'état des lieux de quelque chose, même chez vous d'ailleurs, et que l'expert vous dit, écoutez, soit vous investissez tout de suite pour le réparer, mais si vous ne le réparez pas aujourd'hui, vous le réparez demain, ça vous coûtera 10 fois plus cher. Vous vous posez rapidement la question de est-ce que je ne vais pas le faire maintenant. Et donc c'est ce qu'on appelle des urgences. C'est pas des urgences, c'est ce qui nous paraît nous prioritaire pour faire économiser aussi sur le long terme à la commune des dépenses sur des travaux qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Oui, parce que moi je voyais des travaux éventuellement à moyen terme ou à long terme, et là du coup ça dégage des marges de manœuvre pour du court terme. Dans le contexte très contraint aujourd'hui de l'incertitude des financements des collectivités territoriales, ça vous aura pas échappé que dans le projet de loi de finances là, il était prévu la division quasiment par deux de la dotation globale de fonctionnement, que le fonds de péréquation va être revu complètement, et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé parce que notre capacité fiscale sur la commune est assez élevée. Il y a la discussion sur comment vont être réparties la CVAE et la TVA. Enfin, il y a plein de choses qui sont en discussion aujourd'hui qui nous mettent dans l'incertitude. Et vous aurez noté que quand on a consulté la caisse de financement sur 3 lots, on s'est bien gardé d'engager la commune sur des... Ça aurait été simple d'accepter les 3 lots et on aurait dégagé 260 000 € par an. Mais on aurait fait porter, on aurait prolongé les emprunts jusqu'en 2042. Et donc on a fait le choix de trouver ce qui nous semblait être le plus raisonnable et ce qui pouvait répondre à notre besoin effectivement immédiat, vous l'avez dit et vous avez raison, sur des emprunts qui vont être remboursés dans 8 ans. Enfin, sur ce nouvel emprunt qui sera remboursé totalement. Alors, j'ajouterais en plus que dans le monde, il y a 2 semaines ou 3 semaines, la Cour des comptes a préconisé que la DGF soit reversée aux EPCI. Je n'ai pas dit que ça se ferait, j'ai dit simplement qu'elle le préconise. Ce qui veut dire que c'est encore des marges de manœuvre que les communes ne vont pas pouvoir faire vivre leur commune. D'accord ? Donc c'est ça qu'on essaie aussi d'anticiper, même si ça se fera peut-être pas, et si ça se fait, qu'on puisse... voilà. Et on en parlera tout à l'heure avec la scoop. C'est parfait. Bien, peut-on passer au vote? Très bien. Alors, qui vote contre? M. Santos, Abracfeuille et M. Libéry. Je voudrais juste expliquer que si je vote contre, c'est parce que je pense, j'insiste un peu, que compte tenu de ce que j'ai pu présenter sur les 3 prêts qui sont, pour des raisons diverses, soit vont s'éteindre rapidement, soit sont à des taux extrêmement intéressants, je pense que cette délibération que vous nous présentez, c'est une délibération de confort pour votre équipe, mais que c'est pas avantageux pour la commune. Voilà, c'est mon commentaire. Qui s'abstient? Donc 24 pour. D'accord. Allez, on vote pour. Je suis obligé de faire le choix. N'oubliez pas vos pouvoirs, bien sûr. Merci. Bien, alors, délibération suivante, application d'un tarif de restauration unique pour les enfants hors commune, du dispositif UNIS, accueillis dans une structure pour la protection de l'enfance. Monsieur Jaïr. Alors, un tout autre univers. Vous savez que nous accueillons une classe Ulysse sur la commune et dans les grilles de tarification, il y avait un cas qui n'était pas couvert. C'était lorsque un enfant qui était encadré par une association de protection de l'enfance, on ne savait pas quel tarif lui attribuer, puisque les tarifs et les QF sont basés sur les revenus des familles. Et donc cette délibération vous propose de combler en fait ce trou
accompagnés par des associations d'aide à l'enfance, on applique le QF1 pour tout ce qui est restauration et accompagnement. Avez-vous des questions? Oui, Oui, ça représente combien d'enfants sur les 10? Un seul. D'autres questions? Peut-on passer au vote? Très bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Monsieur le maire, Oui. excusez-moi, ça n'a rien à voir enfin, avec l'ordre du jour, mais il y a des personnes qui nous font remarquer que la séance est inaudible. Oui, c'est ce qu'on a vu. J'ai demandé justement à l'instant, enfin pareil, à Madame Bruno si elle pouvait, mais là j'ai l'impression qu'on a, je vous ai dit en début de séance qu'on avait un problème. Hein. Oui, mais là, ça ne réside pas, je crois que c'est simplement inaudible. Approchez le micro, peut-être. Alors peut-être nous approcher les micros, peut-être, je ne sais pas. Oui, je sais, j'ai été averti et j'ai demandé à ce qu'on augmente le son. C'était un peu meilleur la réponse que j'ai eue, mais je sais que ce n'est pas satisfaisant ce soir. On va essayer de résoudre ça pour le prochain conseil, hein, parce que là, ça devient difficile. Je passe la parole à Madame Annick Pandolfi concernant le renouvellement de la convention de partenariat. Je vais essayer de parler sur le fort. Merci Monsieur le maire. Donc ce soir, je vous propose une délibération concernant donc le renouvellement de la convention de partenariat entre la commune et la mission locale. L'exposé, la mission locale de Saint-Quentin et des environs est une association loi 1901. Elle est issue depuis le 1er janvier 2018 de la fusion de la mission locale de plaisir et celle de Saint-Quentin en Yvelines. C'est un service public qui est gratuit pour les bénéficiaires. Elle accueille les jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans résidant dans l'une des 21 communes suivantes que je ne vais pas vous énumérer. La mission locale travaille avec l'ensemble des partenaires qui peuvent concourir à la réussite de l'insertion socio-professionnelle des jeunes publics qu'elle reçoit, les services déconcentrés de l'État, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, les services communaux, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, les acteurs du service public de l'emploi, les entreprises et associations locales, départementales, régionales ou nationales impliquées dans l'accompagnement des publics jeunes. Les services proposés aux jeunes sont l'accueil et le suivi, assurés par un conseiller sous forme d'entretien sur rendez-vous, information, documentation, conseil, orientation pour des prestations d'orientation professionnelle spécifiques, insertion sociale, formation, emploi. 4 sites d'accueil sont présents sur les communes d'Elancourt, de Guyancourt, de Plaisir et de Trappes. Une permanence se tient tous les jeudis matins, sauf pendant les vacances scolaires, dans les locaux du CCAS de Benne. Le coût de l'adhésion pour la commune est de 1,15 € par habitant, soit un coût total de 8 760,70 €. La convention précédente avait été signée en juin 2019 avec la mission locale de plaisir Val-de-Gailly et elle est arrivée à expiration. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de signer une nouvelle convention avec la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines et des environs. Alors, il y a eu un petit peu de retard en 2019 et donc un petit peu de retard en 2022 pour le renouvellement de cette convention. Donc comme je vous ai dit, c'est un accompagnement social et professionnel donc pour les jeunes bénnois. Vous avez de joint à cette délibération des chiffres relatifs au public concernés qui nous ont été communiqués par Skyway. Est-ce que vous avez des questions concernant cette délibération? Oui, Mme Sauteur. C'est pas une question, c'est juste une remarque que j'avais faite, je crois, lors du mandat précédent. Ça me gêne, alors c'est symbolique, hein, mais que ces jeunes soient accueillis dans les locaux du CCAS, parce que je trouve que c'est un mauvais début d'être attaché au secteur social, et je me demandais s'il ne serait pas possible, même si c'est le CCAS qui pilote, de les accueillir plutôt dans un local rattaché à la jeunesse. Voilà, donc qu'on le trouve, ce local.
Je sais pas, hein, Sinon, c'est vous repassez purement au premier symbolique, étage, mais vous connaissez les locaux du CCAS, c'est au premier étage. Ils ne passent pas du tout par l'accueil du CCAS, ils vont directement en entretien au premier étage. par Animajeune, c'est pas possible. Enfin, à Animajeune, c'est pas possible. Il faudrait qu'on ait un local de disponible à Animajeune. Je me tourne vers vous. Ouais, c'est peut-être- On peut Enfin, effectivement, on peut effectivement étudier cette possibilité. réponse immédiate, mais c'est mon sentiment. Enfin, D'accord, mais je le note. Non, non, on va noter, on va voir ce qu'on D'accord. Je trouve que c'est dommage de commencer dans sa vie jeune adulte. Ils ne rentrent pas du tout dans le local du rez-de-chaussée du CCAS, hein, ils vont directement en entretien. C'est un bureau comme un autre, hein, en définitive. Hein. Et peut-être que Animajeune pourrait aussi, à ce moment-là, avoir je sais pas, un petit lien ou quelque chose qui fasse. C'est en je sais projet. pas, C'est en projet. C'est une réflexion, voilà. C'est ce que j'allais dire. En fait, on en a parlé justement récemment. Et oui, c'est un projet de les faire venir, enfin de la faire venir, parce que c'est une dame, au moins déjà une fois sur Animajeune, sur les accueils des 18-25. C'est prévu. D'autres questions? On peut passer au vote. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je passe la parole à M. Michel Neblay concernant la délibération suivante. La cession du bus municipal. Oui, bonjour. Donc le bus municipal a été mis en circulation en 2008, donc il a 14 ans. Tout le monde sait qu'il est dans un piteux état et que les frais de réparation et d'entretien sont plus que coûteux et maintenant, je dirais, pratiquement impossible. Donc il a été décidé de le mettre en vente via la plateforme d'enchères Agorastore et les enchères sont conclues sur le montant de 16 538 €. Le prix de réserve arrêté était de 12 500 €. Donc je propose d'approuver la cession de ce véhicule au profit de la société Sanimax MJ SOS Prix. Excusez-moi, là c'est... Voilà. Y a-t-il des questions sur la vente de ce bus? Question, si? Ah, attendez. Oui, cette vente a été réalisée à quelle date? Alors là, il doit y avoir un mois à peu près. Oui, c'est un mois à peu près. Je n'ai pas la date exacte, mais je pourrai la communiquer, il n'y a pas de problème. Monsieur Dos Santos. Oui, moi je connais bien Agorastore, je sais que c'est une excellente plateforme pour les collectivités. Est-ce que vous savez à combien il était, s'il y avait encore une cote Argus sur ce véhicule ou pas du tout, si finalement on a fait une bonne affaire, parce que je pense que c'est une bonne vente, hein, 16 538 €. Mais vous me demandez s'il n'y avait pas une cote Argus ou si vous aviez pu avoir des infos à ce niveau-là. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de cote Argus. Il n'y a pas de cote Argus. Un véhicule de 14 ans, je ne suis pas spécialiste du marché automobile, mais je pense qu'un véhicule de 14 ans, vu son état, de toute façon, il n'était plus du tout coté, comme on dit. Il a été bien amorti. Il a été plus qu'amorti, oui. On est d'accord. D'autres questions? Si on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je passe donc la parole à M. Thierry Doyan concernant la motion de soutien à l'AMF sur l'alerte sur les finances locales. Merci Monsieur le maire. Donc en mi-octobre, nous avons, en lien avec l'Association des maires de France, reçu une proposition de leur part pour soutenir leur démarche de lobbying auprès des parlementaires, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, pour défendre les capacités financières
financière et l'autonomie financière des collectivités territoriales. Donc la motion qui vous est proposée là est celle qui a été rédigée par l'Association des maires de France et qui a été adaptée au contexte de Ben. C'est pour ça qu'il y a quelques sujets qui ne concernent pas directement les communes. Je pense notamment au volet sur la CVAE, qui concerne plutôt les intercos. Et donc je vais vous en donner lecture et il vous est proposé en fait de la voter pour qu'elle soit après remontée à la préfecture et que l'association puisse continuer son travail. Donc la motion. Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent. Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, aujourd'hui on a dépassé les 6,5%, à l'époque c'était 5,5%, l'inflation à son plus haut niveau depuis 1985 va faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 milliards d'euros. Les coûts de l'énergie, les produits alimentaires et les matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui, à elle seule, compromet gravement l'équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d'investissement des communes et de leurs intercommunalités. Enfin, l'augmentation de 3,5% du point d'indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une charge supplémentaire de 2,3 milliards d'euros pour les collectivités. Après 4 ans de baisse de la dotation de 2014 à 2017, les réductions des moyens s'est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la dotation globale de fonctionnement et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal. Le projet de loi de finances et de programmation des finances publiques propose de rajouter encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales à hauteur de 15 milliards d'euros d'ici 2027, par un dispositif d'encadrement des dépenses comparable à celui de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d'intercommunalités. Je vous rappelle, hein, l'accord de Cahors, c'était au même titre que les États au sein de l'Union européenne, devaient s'engager et respecter un certain pourcentage de non-augmentation de leurs dépenses de fonctionnement. Mais comme les communes n'ont pas la main sur l'augmentation d'une bonne part de leur budget, c'est un peu compliqué. Je reprends. Ces mesures de restriction financière de nos communes ne se justifient pas. Les collectivités ne sont pas en déficit et les soldes qu'elles dégagent contribuent au contraire, à limiter le déficit public. Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites. Depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui représente un montant de 46 milliards d'euros, a conduit à l'effondrement des investissements, alors que les comptes de l'État n'ont fait apparaître aucune réduction de déficit. Celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté au même niveau que 2014, soit 3,5% du PIB. Face à l'impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en euros constants des ressources locales. Pour maintenir l'offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir d'achat des ménages. Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l'urgence est également de soutenir l'investissement public local qui représente 70% de l'investissement public et constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre économie. C'est surprenant, il me manque une page. Donc, dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d'assurer leur mission d'amortisseur des crises. Voilà quelques infos depuis l'apparition de ce texte. Donc, le 9 novembre dernier, face à la commission des lois du Sénat, Christophe Béchu, qui est le ministre de la Transition écologique et des territoires, enfin de la cohésion des territoires, a dit clairement que le gouvernement ne suivrait pas la Cour des comptes sur le transfert des parts de la DGF aux intercommunalités. Vous pouvez parler plus fort et plus près du micro, s'il vous plaît. Donc je reprends. Ah oui, je me disais c'est bizarre, je ne m'entends pas. Donc le 9 novembre dernier, au Sénat, face à la commission des finances, des lois, le ministre Christophe Béchu, donc le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, a annoncé que le gouvernement ne retiendrait pas la proposition de la Cour des comptes de transférer une part ou la totalité de la DGF aux intercommunalités. Donc ça ne bougera pas. Par ailleurs, il a également annoncé, donc il va
que l'État allait confirmer les 2 milliards d'euros sur le fonds vert. Alors le fonds vert, ce seront des fonds disponibles à l'investissement pour des projets liés à la préservation de l'environnement, donc isolation thermique, performance énergétique et tout ça. On n'a pas encore les détails. A priori, il y aura 14 points d'entrée, donc 14 volets différents sur lesquels on va être très attentif pour pouvoir inscrire Ben, si possible, dedans. Et vous en avez sans doute entendu parler pendant l'été. L'État envisageait de faire on va dire un filet de sécurité pour les collectivités pour encaisser les hausses de l'énergie. C'est un fonds qui maintenant, a priori, va être doté de 400 millions d'euros. Mais les critères d'attribution, les premiers qu'on a eus au mois d'août, étaient très compliqués déjà à comprendre. Et après analyse de l'Association des maires de France notamment et du Sénat, il s'avérait qu'il y a à peu près 10 ou 15% à peine des collectivités, donc des communes qui pourraient y répondre. Et donc le ministre s'est engagé à revoir les critères d'attribution, donc on va être très attentif dessus, de ce fonds. Voilà, donc les choses évoluent. Hein. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à suivre la chaîne parlementaire pour suivre toutes les discussions. Et puis, retour lors du vote courant décembre. Et on va voir à quelle sauce on va être mangé. Des questions, je suppose. Je vais quand même donner lecture des articles oui, qui vont arriver sur le bureau du préfet. Donc l'article 1 exprime, donc le conseil municipal exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d'une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population. L'article 2 donc soutient les positions de l'Association des maires de France qui seront proposées à l'exécutif. Donc je ne vais pas les relire, hein, c'est celles que j'ai lues dans la motion. Et l'article 3 soutient les propositions faites auprès du Premier ministre, donc c'est les propositions de l'Association des maires de France, par l'ensemble des associations des élus. Première proposition, créer un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour toutes les collectivités territoriales, éventuellement assorti d'avances remboursables. Permettre aux collectivités de sortir sans pénalité financière de nouveaux contrats de fourniture d'énergie. Nous, on n'est pas concernés, mais il y a des communes qui sont concernées, lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables, et de donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente pour celles qui en sont sorties. Et article 4 dit que la présente délibération sera transmise au préfet, aux parlementaires du département, au président de l'AMF et au président de la communauté de communes Cœur d'Yvelines. Oui, Monsieur Dos Santos. Oui, vous avez parlé comme quoi il y aurait une augmentation, enfin il y aurait une inflation d'environ 5,5% sur les dépenses annuelles de fonctionnement. Sachant que moi je ne sais pas si au niveau de l'électricité, oui, c'est pas tout à fait ce que dit la motion. À l'époque où la motion a été écrite, les prévisions tablaient sur une inflation en France de 5,5%. Aujourd'hui, on n'est plus à 5,5, on a dépassé les 6,5. Mais à l'époque où la motion a été écrite, c'était les chiffres annoncés par les économistes. Oui, je comprends. En fait, ma question, alors, bon, je me basais sur ce chiffre, mais bien évidemment, il va être supérieur. Et ma question, c'est, puisque vous parliez de prix de l'énergie et de bouclier, en fait, est-ce que vous savez l'augmentation de la dépense au niveau de l'énergie pour la commune, à combien de pourcents à combien elle est? Alors pour rappel, hein, ce n'est pas la commune qui règle directement les factures d'énergie, puisque c'est une compétence qui remontait à Cœur d'Yvelines. Au demeurant, sur la part des recettes que sont reversées à la commune par Cœur d'Yvelines, donc de mémoire 1,3 million et quelques mille, on en déduit évidemment les factures d'électricité payées par Cœur d'Yvelines. À aujourd'hui, les informations que nous avons, c'est que nous sommes aux alentours de plus de 250-300 000 euros
on n'a pas encore fini l'année, mais on est autour des 250 000 et 300 000 euros supplémentaires de coût de l'énergie pour la commune de Benne. Sur 2022, hein, sur 2022. Sur des recettes, sur des recettes qui étaient d'environ 1,2 million, 1,3 million, aujourd'hui on a plus 300 000. Non. Non. Sur des dépenses. Le budget de la commune est aux alentours des 11 millions en fonctionnant donc en recettes. Donc sur ces 11 millions, pour faire simple, ça va coûter entre 250 et 300 000 euros supplémentaires sur 2022. C'est 11 millions, mais vous parlez de quoi Du budget de la commune, 11 millions. Non, du budget de la commune. Le budget de la commune, c'est 11 millions. Et le coût supplémentaire de l'énergie pour 2022, et ça va dépendre de l'atterrissage à la fin de l'année là, entre 250 et 300 000 euros supplémentaires. D'accord, supplémentaires par rapport à l'année précédente qui était de... Vous avez une idée? Je suis navré, mais là je ne l'ai pas en tête. Non, c'était ça qui était un peu intéressant, c'était vraiment de savoir si ces 6,5% qui reflètent une réalité ou plutôt un tromperie. Il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Le chiffre de l'inflation sur lequel se basent les économistes, c'est un chiffre produit par l'INSEE sur des estimations, ce qui ne se calque pas à l'identique sur l'intégralité des dépenses, y compris chez vous, hein, des ménages, oui, on est d'accord. Ou même sur le budget de la commune. Et en fait, le budget de l'État se construit globalement sur des prévisions d'inflation et sur des prévisions de croissance. Voilà. Et la variable d'ajustement qu'on connaît depuis des années pour l'État sur son budget, c'est aussi les dotations aux collectivités territoriales. Et donc l'inquiétude légitime, c'est compte tenu de l'inflation sur laquelle l'État va sûrement faire des économies, ou au moins faire moins de dépenses que prévu. L'inquiétude que nous avons et qui est aussi portée par l'Association des maires de France, c'est que l'État renonce encore plus à soutenir les collectivités territoriales. Parce que l'équilibre entre la croissance et l'inflation est tel que les premiers choix qu'il fera, il le fera très probablement sur les collectivités. Enfin, pas seulement, mais très probablement sur les collectivités. Je fais une remarque qui n'engage que moi. Moi, j'ai quand même l'impression que l'État collecte beaucoup plus d'argent aujourd'hui via les taxes sur l'énergie, donc via le carburant et via l'électricité, puisque vous savez qu'il y a des taxes, il y a la TVA sur des taxes, donc plus le coût de l'électricité augmente et plus les taxes augmentent. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a des recettes supplémentaires pour l'État, que paradoxalement il y a un coût supplémentaire pour les communes, que bon, très bien, ça va pas être visiblement, il ne va pas y avoir une balance, un vase communicant à ce niveau-là, c'est ce qu'on peut comprendre. Ce qui m'intéresse moi, dans ma question, c'était un peu de savoir par rapport au coût pour la commune de l'énergie sur les précédentes années, ou même l'année dernière, l'évolution du coût futur en termes de pourcentage, parce que il y a des communes qui peuvent avoir un pseudo-bouclier, puisque comme vous le signalez, nous on passe par on ne finance pas notre électricité nous-mêmes, on passe par la communauté de communes, donc c'est peut-être un pseudo-bouclier qui nous aide un petit peu, mais dans quelle mesure, la question je me la pose, puisque on ne sait pas réellement quelle va être l'augmentation en termes de pourcentage par rapport aux années passées. Alors spécifiquement sur ce point, on vous enverra les informations qu'on a. On se rapprochera de la communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes qui a l'intégralité des factures. Et puis pour vos inquiétudes, je vous engage à suivre les discussions au niveau de l'État pour voir comment va atterrir la loi de programmation de finances. Moi, je peux pas vous dire comment ça va atterrir. On est, nous, très attentifs pour essayer d'imaginer les impacts que ça aura chez nous, pour essayer d'anticiper les choses, mais on ne sait guère faire plus. Ou alors, engagez-vous pour
à la présidence de la République pour essayer de changer les choses. Non, c'est gentil de le faire. Bien, s'il y a d'autres questions, on peut passer au vote donc, pour cette motion. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Bien, l'ordre du jour est quasiment complet. Est-ce que, concernant les conventions, concernant les décisions, pardon, avez-vous des questions à poser? Oui. 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 Madame Bélier. C'est le moment que je préfère. J'ai été ravie de constater que nous allons rénover les sanitaires du marché. Par contre, est-ce que vous avez prévenu les commerçants qu'ils allaient avoir un spa? Parce qu'à 40 000 € la rénovation, je serais curieuse de voir le devis. Monsieur Michel Deblay va vous répondre à votre interrogation. Donc, les sanitaires en question étaient insalubres. Nous avons consulté 3 sociétés. Une seule a répondu. De plus, un choix qui a été fait, c'était de prendre des matériaux de type industriel qui ont un coût plus élevé que, je dirais, ce qu'on peut mettre chez soi, dans le souci que, justement d'entretien, c'est-à-dire que savoir dépenser, alors c'est une image, c'est une somme imagée que je donne, pour savoir dépenser 1 000 € pour en économiser 5 000, peut-être 2 ans ou 3 ans après. Parce que effectivement, on pouvait prendre quelque chose de peut-être moins onéreux, mais c'est des sanitaires qui sont très utilisés. Et le porcelaine ou ainsi de suite, voilà, c'est vite dégradé. Donc nous avons fait le choix, le bâtiment notamment, les sanitaires vont être carrelés jusqu'en haut. Il y a un choix qui a été fait technique pour limiter l'entretien et les casse par la suite. Mais il est quand même possible d'avoir une copie de ce devis? Tout à fait. Parce que c'est quand même édifiant. Moi, je vous conseille plutôt d'aller. On ne va pas faire les copies, ça commence à coûter cher, mais vous pouvez les consulter les devis. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand je dis une copie, c'est d'aller la les consulter directement. Alors, je suis heureuse de l'apprendre parce que j'ai demandé, moi, à consulter le devis. C'était dimanche soir, donc en pensant que ça serait pris en considération lundi matin. Et je n'ai pas eu de réponse à cette demande. Par contre, je ne comprends pas quand même que pour 40 000 €, quand 2 entreprises ne répondent pas, puisqu'effectivement, il m'a été répondu qu'il y avait qu'une entreprise qui avait répondu, quand sur 3 entreprises, il y en a 2 qui ne répondent pas, on ne fasse pas appel à d'autres entreprises d'avoir au moins 2 devis, parce que 40 000 €, c'est quand même pas une somme insignifiante. De toute façon, la somme de 40 000 € est en dessous même du seuil. On n'était pas obligé pour cette somme de faire déjà un appel d'offres, de demander plusieurs devis. C'est un choix qu'on a fait de demander justement 3 devis. Donc, on n'a eu qu'une seule réponse. Voilà. Après, Ah, mais j'ai jamais dit que c'était illégal. Je dis simplement que je pense pas que ce soit de la bonne gestion. Voilà. Monsieur Copin. Oui, moi je voulais demander, est-ce que vous avez, alors d'une part, est-ce qu'il y a des obligations de type de sanitaire dans un marché couvert? Ça c'est la première. Et est-ce que vous pourriez nous dire aussi qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait une partie pour les handicapés? Est-ce qu'on a tenu compte de ça? Autrement dit, comment sont structurés les travaux eux-mêmes? Que vous ayez fait un appel d'offres d'une manière ou d'une autre, c'est un problème. Mais là au moins, qu'est-ce qu'on est censé? Quels sont les choix qui ont été faits? Est-ce qu'il y a par exemple un WC femme, un WC homme, un WC handicapé qui peut servir aussi? Enfin, oui, c'était ça la question. il va être PMR. C'est un sanitaire qui va être PMR, et accessible, Oui. accessible aux handicapés, Absolument. justement, pour que tous les handicapés physiques puissent y aller. Merci. Oui, C'est une obligation. depuis, obligation. pardon. Depuis le début, on parle d'économie, de crise, etc.
Et effectivement, il y a des artisans à Ben à qui on a demandé des devis. Nous, de notre côté, on a fait faire des devis chez nous avec PMR, puisque mon mari est handicapé. Ça nous a coûté 2 fois moins cher pour salle de bain et toilette. Donc, si on veut faire des économies, il faut peut-être voir des artisans béninois, enfin je ne sais pas, mais moi ça me paraît hallucinant, 40 000 € pour des toilettes. Et on parle de faire des économies. Donc je pense qu'il faut peut-être, je ne sais pas, faire plus attention. Et pourquoi on ne fait pas intervenir des artisans béninois, des entreprises, je ne sais pas. Je pose la question. Parce que 40 000 plus 30 000 plus 40 000, c'est vrai qu'à la fin de l'année, on arrive à des sommes énormes. Oui, je sais. Alors, dans cette problématique, il y avait tout à refaire. Il n'y a pas que les sanitaires, il y a aussi l'électricité. Oui, on est bien d'accord. Et on vous a expliqué tout à l'heure, Michel Leblay vous a expliqué qu'en fait c'était du matériel plutôt industriel et non pas comme chez nous en porcelaine. Si vous voulez, de manière plus de PMR. Bon voilà. Après, en plus, les artisans chez nous, comme vous le savez, sont obligés de déclarer leur facture sous Chorus. Donc il y a un certain nombre d'obligations qu'on est obligé de tenir. Bon, ça, c'est plus un tambouille administratif, mais voilà. Donc vous le savez très bien. Voilà, donc oui, cette décision et la façon dont le dossier a été traité, c'est peut-être l'occasion de se dire qu'il serait temps de mettre en place des processus, des procédures, enfin des procédures, oui. Pour dire qu'à partir d'un certain montant, il faudrait qu'il soit quand même assez bas. On ne donne aucun accord sauf urgence pour des travaux tant qu'on n'a pas au moins de devis, parce qu'effectivement, en temps de crise, c'est quand même de l'argent public. Donc voilà, la moindre des choses, c'est quand même de faire très attention, d'être particulièrement vigilant. Quand il y a urgence, effectivement, là, c'est différent, mais enfin, on n'en était pas, à mon avis, à 15 jours près, et je pense que des bons artisans, ça peut se trouver, effectivement, y compris à Ben. Voilà. Ok, très bien, merci. Oui, vas-y, Philippe. Ouais, je voudrais ajouter juste une chose. Alors déjà que pour être allé dans ces sanitaires qui n'avaient eu aucun entretien ces 10-20 dernières années, c'était une catastrophe. On est bien d'accord. Et que justement, si on les fait comme ça, c'est aussi pour que ça serve lors des manifestations. Ça ne va pas servir qu'au marché. Parce que on s'aperçoit très vite que la Barbacane, les sanitaires de la Barbacane sur la fête de Ben, sur le marché de Noël, sur la brocante, est vite débordé. Donc il sera intéressant d'ouvrir ça. Et effectivement, il était hors de question d'ouvrir ces sanitaires dans l'état où ils étaient, du fait de l'absence d'entretien pendant plusieurs années. C'est sûr que c'est un manque de respect pour les personnes. Bah, bien sûr. On est bien d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. On est bien d'accord sur l'état. La nécessité des travaux. Rien à voir. Avez-vous d'autres questions sur les décisions? Moi, je voudrais juste Pardon, oui, monsieur Dos Santos. juste dire un petit mot, c'est que l'utilité de les rénover, ça, je pense que la question ne se pose même pas. Je disais l'utilité de les rénover, la question ne se pose même pas. Je pense tout simplement que, mes collègues ont fait remarquer que 40 000 €, ça pouvait paraître exubérant pour des sanitaires. Et ils ont relevé aussi que des artisans béninois pourraient être intéressés. Moi, j'aurais bien aimé savoir quelles sont les deux autres sociétés qui n'ont pas répondu, parce que dans ce cas, autant les blacklister tout de suite pour les prochains appels d'offres. Et j'aurais bien aimé que cette information, que ce projet soit communiqué à des artisans béninois. Je pense qu'il y aurait plein d'artisans qui seraient ravis de pouvoir travailler pour la commune. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis personnel. Ouais, je voudrais quand même dire deux choses. La première, c'est que nous avons pleinement confiance en nos agents pour conduire les projets et faire toutes les démarches nécessaires pour faire aboutir les projets, y compris quand on a l'impression que c'est hors propos.
La deuxième, c'est que, comme vous le savez, les collectivités ne peuvent pas faire appel à tous les artisans parce qu'on a des obligations légales à respecter, notamment sur les paiements des factures, etc. Donc, on va en discuter avec nos agents, mais ils sont déjà au courant. Enfin, ce sont des gens responsables aussi, qui respectent le denier public et qui font toutes les démarches nécessaires pour faire au mieux, en fonction des contraintes que l'on a, des travaux qu'on a à opérer et de l'argent qu'on doit dépenser. Alors, j'entends que peut-être vous voudriez voir un peu plus de détails, donc on va y travailler, mais aussi faisons confiance en nos agents dans cet esprit de responsabilité pour conduire les choses qu'on doit faire. Alors, peut-être qu'en l'espèce, ça vous paraît aberrant. C'était inscrit sur le budget, c'est dans l'enveloppe budgétaire. Nous, on fait confiance à la capacité de nos agents à conduire ce genre de dossier, mais on entend que vous auriez besoin de plus d'informations. Non, c'est pas qu'on a besoin de plus d'informations, c'est qu'on souhaite qu'il y ait quand même des procédures, parce que 40 000 euros sur un seul devis et sur une seule proposition, effectivement, je crois qu'on est plusieurs à trouver que c'est... Ok, très bien. C'est pas satisfaisant. Voilà. D'accord, entendu. Ok, très bien. Et ça remet pas en cause la compétence des Oui, oui, oui. Oui. Bon, d'autres questions sur les décisions? On peut passer aux questions orales. Ouais. Bon, la question écrite, question orale. Je vais poser. Je réponds pas par écrit. Proposition de question posée par Madame Sylvie Veillé, Daniel de Roquefeuille et Claude Coffin. Alors, première question. Quelles mesures envisagez-vous de prendre suite aux accidents survenus à l'entrée du Val de Cap-Pignon? Alors, ça ne va pas échapper que c'est une route départementale, que notre entrée du Val et la sortie du Val à cet endroit-là, évidemment, est limitée à 30 km/h. Qu'à cet endroit-là, vous avez un panneau OB10 qui vous indique l'entrée dans une agglomération, qui est, comme vous voyez, rectangulaire, bordée de rouge et liseré blanc, qui est la règle, qui dit vous rentrez dans une agglomération, vous vous conformez aux règles de l'agglomération, qui est de rouler à 50 km/h, d'accord? Et vous avez même un peu plus loin un panneau qui vous dit maintenant vous pouvez rouler à 70 km/h jusqu'au prochain panneau qui indique l'entrée de benne. Bon, ça, c'est juste pour la partie technique. La chose qui est importante aussi, c'est que là, la sortie de benne, il y a des stops. D'accord? Et ce qui s'est passé c'est le dernier accident où la personne est a priori décédée, et d'autres accidents qu'on a pu constater, c'est qu'il y a... Alors, je ne sais pas comment le dire gentiment, mais lorsque vous passez un stop sans vérifier que vous n'avez pas de part et d'autre des véhicules ou des vélos, évidemment, ça pose un problème. D'accord? Et j'ai vu plusieurs fois des vélos, surtout des vélos, alors les véhicules un peu moins, mais surtout des vélos, c'est renversé parce que peut-être qu'on ne regarde pas assez bien. Et moi, depuis le dernier accident, à chaque fois que je passe là, et je passe plusieurs fois par jour, je regarde exactement toutes les circonstances. Il peut y avoir, effectivement, certains jours, lorsque vous regardez sur la direction de plaisir, le soleil qui se lève le matin, ça peut effectivement gêner. Et lorsque les vélos, vous savez, les vélos sont contre la voie, ils ne sont pas forcément au milieu, et ça peut aussi gêner. Ceci étant, vous avez un stop, à mon avis, vous devez respecter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment se rapprocher du département pour voir avec eux quelles solutions on pourrait mettre en œuvre pour faire en sorte qu'il y ait, je ne sais pas, moins d'accidents. Je le dis comme ça, mais si vous voulez, il y a toujours l'éternel problème de la vitesse, parce que sur la route qui longe la liaison Valbourg, théoriquement on peut rouler à 70. Quand vous êtes à 70, les voitures vous collent parce qu'elles ne respectent pas les 70. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est ce côté-là en fait qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc on va demander, puisque comme c'est sur la départementale, donc on va se rapprocher du département pour voir quelles solutions on peut apporter pour faire en sorte que cette vitesse soit respectée. Et il faut peut-être anticiper aussi, puisque si le projet de la future école se fait dans le triangle, cette route... Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question, pardon. Je disais, il faut peut-être anticiper plus loin, parce que si le projet du collège se fait dans le triangle, c'est hyper dangereux cette route.
Donc, Oui, mais ça, effectivement, ça sera étudié avec le département sur les deux entrées-sorties. Alors, oui, allez-y, monsieur Gobin. Poser une question, monsieur le maire. Oui. Moi, j'ai remarqué ces jours-ci, et pas plus loin que la sortie de la forêt, qu'il y avait des aménagements qui ont été faits, alors par le département ou pas par le département, enfin peu importe, mais je veux dire techniquement, il y a des mesures qui sont à prendre, indépendamment de la vitesse, puisque vous avez aussi, entre la ferme de l'Orme et l'entrée dans la forêt de Benne, vous avez aussi des barres. Oui, des bandes rugueuses. Des bandes rugueuses et qui sont efficaces. On en a une aussi, nous, en haut de la rue de... C'est la rue de Marc, là, je crois, hein, juste après le virage. Oui, d'accord. Bon, sauf qu'elles sont usées, donc évidemment, il faut qu'elles soient rugueuses. Sinon, c'est pas la peine. Bon. Donc sur la 11, ça se fait sur la D30. Donc on va pouvoir y arriver, et puis il faut passer tout ça à 50, quoi. Alors, attendez. Là, je vous arrête. Si vous passez la départementale à 50, c'est du domaine de la commune. C'est-à-dire toute la voirie. Ah oui, excusez-nous, mais je crois qu'on a assez de voirie, je crois. Hein, d'accord. Ok. Donc, effectivement, la solution des bandes... Mais on va se retourner vers le département, c'est ce qu'on disait. On ne peut pas faire ça tout seul. La commune, elle est déjà à 50, monsieur le maire. Non, mais non, on n'est pas sur la voirie. commune. Si on passe à 50, revient à la commune. Voilà. Monsieur Léon va s'étrangler ici. Voilà, là. J'ai déjà fait la réflexion plusieurs fois le département là-dessus. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous dis, hein, on va se rapprocher du département, on va échanger une nouvelle fois avec eux, parce qu'on avait déjà échangé avec eux, et on va voir quelles solutions peuvent nous apporter. D'accord ? Et on va faire en sorte, mais je vous dis, il faut que tous les automobilistes fassent très attention à cette descente avec les vélos. Je suis désolé de le répéter, mais c'est malheureusement... Bien, alors, question suivante. Où en êtes-vous des recrutements d'agents de catégorie C, particulièrement au niveau des services techniques? Je réponds. Je réponds. Alors, nous avons a priori trouvé tous les candidats. Alors, le responsable du garage, l'électricien, l'agent du bâtiment et 3 agents pour l'infrastructure, c'est-à-dire espace vert et voirie. Des courriers ont été adressés aux candidats. Le recrutement devrait intervenir entre décembre et janvier. Bien, quelles sont les... Alors, question suivante, pas vraiment. Quels sont les professionnels de santé qui auraient intégré les locaux dans la maison médicale à ce jour? Oui, bonsoir. Alors, les professionnels de santé n'ont pas encore intégré complètement la maison de santé puisqu'ils n'exercent pas leur activité dans la maison de santé aujourd'hui. Néanmoins, les baux, des médecins, des podologues et des infirmières sont en leur possession et les baux des podologues sont à la signature du maire. Donc les choses avancent, bien évidemment. Donc dans les jours, semaines qui vont venir, les baux seront signés et les professionnels de santé pourront intégrer la maison de santé. Ils ont reçu les clés, donc ils peuvent faire les aménagements et envisager leur déménagement. En tout cas, s'installer comme ils le souhaitent à partir de maintenant. On est en attente d'une réponse définitive des kinés pour l'intégration de la maison de santé, encore quelques petits points de détail. Et puis pour le dentiste, son aménageur devait venir la semaine dernière, bon, ça a été repoussé quelques jours. L'aménageur du dentiste va faire les travaux nécessaires à son installation. Donc le temps que les travaux se déroulent, le dentiste pourra s'installer également dans les quelques semaines qui viennent. Donc voilà. Merci. Et concernant les kinés, vous attendez quelle réponse définitive? Ça peut être long ou... Alors, on a rencontré une personne aujourd'hui et on a demandé que dans les 15 jours, on ait leur réponse définitive. Voilà. Bien. 4e question. L'agent éco-garde prévu pour notre ville, qui nous a été présenté récemment, est inclus dans l'effectif des policiers municipaux actuels. Sur le total, un éco-garde et 3 policiers municipaux ont
Pensez-vous que cette répartition sera suffisante pour que nos policiers municipaux puissent exercer toutes leurs fonctions sur le terrain? Sont-ils aidés par un agent administratif? Alors, je voudrais simplement vous rappeler que l'éco-garde ne fait pas partie des effectifs de la police municipale. D'accord? On a utilisé un des postes pour embaucher un éco-garde qui va faire un certain travail, qui va soulager effectivement le travail des policiers municipaux. Vous savez lesquels, les déchets, etc., etc. Qui s'est d'ailleurs bien mis en œuvre, puisque depuis qu'il a pris ses fonctions, il est en constante relation avec la brigade de Saint-Nom à Bretèche, la brigade à cheval. Je te laisse continuer. Oui, d'ailleurs dans ce cadre-là, je voulais juste simplement vous dire que la mairie a été indemnisée suite à une plainte déposée à l'encontre d'une personne qui avait fait des dépôts sauvages. Donc la mairie a obtenu, 1 an et demi après le jugement, le paiement de l'amende et des frais. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose. En ce qui concerne la police municipale, effectivement, comme disait monsieur le maire, l'éco-garde a pris en charge une partie de leur mission. Du coup, les 3 policiers municipaux sont tout à fait à même de remplir leurs fonctions et de remplir les missions qu'on leur demande de remplir. Bien. On a répondu à toutes vos questions. Très bien. Bien, les questions posées par Révélé Ben. Alors, représentation des listes minoritaires au sein des différents groupes de travail mis en place. Une réunion est programmée, semble-t-il, le 24 novembre prochain pour réfléchir sur les économies d'énergie possibles. C'est bien de ça dont on parle, économie d'énergie. Enfin, peu importe, un groupe de travail. Ouais. Nous n'y avons pas été conviés, peut-être est-ce un oubli. Alors, cette proposition qui a été faite, nous, en groupe major, en discutant, on s'est dit, bon, ce serait bien de monter un groupe de travail pour qu'on puisse, évidemment, voir les pistes sur lesquelles on pourrait faire des économies. Bon, moi, j'ai pas de souci avec ça. On pourrait effectivement y inclure des membres de vos listes. J'ai pas de souci avec ça. En fait, je pense... Mais ça ne sera pas vraiment un groupe de travail. On va commencer à travailler. Non, mais peu importe le... Groupe de réflexion. Quand il y a des groupes informels, enfin des réunions informelles qui sont créées, des groupes informels qui sont créés, je pense que ça serait bien d'avoir pour principe que chaque liste minoritaire est représentée. Parce que nous, en tant que personne, on n'existe pas, on représente des Bénois. Oui. Et donc chaque liste avait quand même son programme, qui était une vision de Ben. On se retrouve sur certaines choses, pas sur d'autres. Donc je pense qu'on est dans une période où toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Voilà, donc ça serait bien d'en faire une question de principe, comme ça on n'a pas à réclamer de faire partie du comité là, pour les projets participatifs ou vous voyez. Bon. Non, mais d'accord. Ce que je veux dire, c'était une idée qu'on avait émise lors d'un groupe major. Bon, voilà, on l'a mis en place. C'était une idée qui était voilà. Effectivement, on prend en compte votre remarque, il n'y a pas de souci. Et sur le plus, oui, c'était il y a une semaine, donc mardi dernier. Ouais, c'était mardi dernier. Donc, oui, bien. Question suivante, la messagerie. Alors, je vais lire le texte de manière à ce que... Messagerie, le 7 octobre dernier, les membres du conseil municipal recevaient par mail le message suivant. Microsoft alerte sur les 2 nouvelles failles de sécurité sur les serveurs Exchange. Cette situation contraint le service numérique et télécom à opérer une coupure de l'accès messagerie@ben.fr à compter de ce vendredi soir afin de préserver l'intégrité de nos données essentielles au fonctionnement de l'administration. Elle impactera pendant quelques jours l'accès à la messagerie sur les téléphones mobiles, l'accès à messagerie depuis vos PC personnels. Vous serez bien entendu informé de l'évolution de la situation. Donc, plus d'un mois après cette coupure, rien n'a été mis en place pour y pallier et nous n'avons eu aucune information sur ce sujet. Quand pourrons-nous avoir à nouveau accès à notre messagerie, mairie? Monsieur Thierry de Léon va vous répondre. Merci pour cette question. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Le fait est que le correctif de sécurité a été publié par Microsoft mardi de la semaine dernière. Et après, il y a tout un processus de validation auprès des administrateurs, des experts de sécurité, etc., avant que nous, on puisse le mettre en place sur nos systèmes. Notre service informatique en lien avec notre prestataire ont déjà programmé courant semaine prochaine ou la semaine suivante en fonction des retours de l'efficacité de ce patch pour qu'on puisse réouvrir de l'extérieur l'accès à la messagerie.
C'est pas une mince affaire parce que, comme vous le savez sans doute, le nombre de cyberattaques a fortement augmenté, notamment sur les collectivités territoriales. Juste pour rappel, hein, le CIG de la Grande Couronne a perdu tous ses systèmes d'information en début de cette année. Ce qui n'a pas permis, par exemple, de faire les fiches de paye des agents, etc. Donc, c'est pas une mince affaire. À ce propos, la semaine dernière, nous avons reçu un représentant de la gendarmerie qui a fait une première passe, pas d'audit, mais une première passe d'analyse en fait de nos systèmes et de nos procédures pour voir s'il y a des améliorations possibles. Et par ailleurs, on a pour projet en fait de migrer certains systèmes ici pour augmenter la sécurité. À l'heure actuelle, la seule parade que l'on a, c'est de couper les accès Wi-Fi de la collectivité en dehors des heures d'ouverture pour éviter tout piratage par ce biais-là. C'est pour ça que là, à partir de 20h, là, vous n'avez plus accès au Wi-Fi de la mairie. De couper la messagerie de l'extérieur parce que c'est un point d'entrée très sensible. Et donc, quand ce sera mis en place, quand le patch sera mis en place et que ce sera corrigé, vous en serez informé. Depuis le 7 octobre, par ailleurs, vous devez recevoir, je l'espère, les informations sur vos adresses mail personnelles de la municipalité, justement pour pallier à ce désagrément, on espère le moins long possible. En fait, on reçoit, enfin, moi je reçois pratiquement plus d'informations, notamment par exemple sur les commissions qui peuvent se tenir, dont je ne fais pas partie, auxquelles je ne suis pas inscrite. Et c'est vrai que c'est intéressant parfois de se dire, bah, tiens, c'est vrai qu'il y a un sujet en ce moment, donc ça c'est pas fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'a pas accès, on ne peut pas échanger avec les autres conseillers municipaux, on ne peut pas échanger avec les autres élus. Par exemple, quand je fais répondre à la commission finance, comme ça s'est produit, la commission finance, en fait, les gens ne reçoivent rien. Donc peut-être que si on avait eu la liste, s'ils sont d'accord, des conseillers municipaux avec leurs adresses personnelles, on pourrait communiquer pour échanger sur certains sujets. Voilà, c'est des petites choses. Quand ça dure une semaine, la coupure, c'est pas grave. Mais au bout d'un mois, enfin, ça fait plus d'un mois, c'est vrai que c'est gênant, à mon avis. Alors, maintenant, je comprends que la sécurité des informations. Bon, alors depuis quelque temps, il n'y a pas eu de commission. Et de plus, un certain nombre d'informations sont envoyées sur les numéros perso que vous nous avez communiqués. Oui, j'ai eu des informations, d'accord. mais c'est peu. Ok. Il ne se passe rien. Ah oui, bien sûr. Voilà, merci. Bien, plan communal de sauvegarde, où en sommes-nous? Madame Sophie Mérès. Nous sommes en attente du travail complet, vraiment complet de tous les services au niveau de l'inventaire des ressources. Nous avons une réunion le 15 décembre justement pour avoir cette restitution et je pense que comme ça sera le 15 décembre, début janvier, il y aura une plénière pour justement passer à l'étape suivante avec la poursuite de la mise à jour du PCS. Donc ça travaille. Et la charge des services a été quand même très importante ces derniers mois, donc du coup, voilà, on est obligé d'attendre que le travail soit fait. On ne peut pas avancer autrement. Ouais. Enfin, je pense que c'est quand même un sujet majeur, hein, compte tenu de tout ce qui se passe, du PPRT, du PPRIP, alors les incendies cet été. Donc, je pense que c'est quand même une priorité absolue. Le 15 décembre, ce sera ouvert à tout le monde, enfin, au groupe de travail qui a été constitué? Ça va être juste les chefs de service. D'accord, ok. Voilà, c'est donc ce sera en janvier plutôt la plénière comme d'habitude. Et après, il y aura une plénière en janvier justement pour remettre tout ça à plat et puis avancer. Mais on est tout à fait conscient que c'est un sujet majeur. Question suivante, concernant le château. Lors du conseil municipal du 8 décembre 2020, la délibération autorisant M. le maire à signer une convention avec le département des Yvelines a été adoptée à l'unanimité. Par cette convention, la commune, premièrement, donnait son accord pour la réalisation d'un diagnostic sanitaire. A-t-il été réalisé? Oui, effectivement, le carnet d'entretien a été réalisé par la société Olympia. C'est récent, ça fait longtemps? Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, pas si longtemps que ça. Non, parce que ça a mis beaucoup de temps, en fait. Donner son accord pour la mise à jour du carnet d'entretien.
Alors, les travaux au château de Benne ont été votés lors de la commission permanente du département le 39-2022. Vous voyez, c'est relativement récent. Ce qui va nous permettre effectivement par la suite de... Alors, on parlait de diagnostic. Le problème d'une diagnostic, c'est qu'il fallait d'abord qu'on fasse un entretien pour que le diagnostic soit fait de façon plus précise. Ce qui a été fait par nos services, on a eu l'autorisation de pouvoir commencer à nettoyer, si vous voulez, ce qu'on avait le droit de faire concernant toutes les herbes qui faisaient de l'eau, les arbres qui poussaient trop, ça a été coupé. Bon, ben, ça s'était fait un minimum avant. Alors, on l'a appris lors d'une réunion qu'on a eue dans le château, que pour faire le diagnostic, il fallait faire l'entretien, et nous, on attendait l'autorisation pour faire l'entretien. Donc maintenant, ça y est, c'est réglé, et donc on peut commencer. Et le carnet d'entretien donc, il a été réalisé par la Société Olympia. Voilà. Oui. Parce que j'ai réécouté, justement, moi je ne faisais pas partie du conseil à cette époque, donc j'ai réécouté l'enregistrement de la présentation de cette délibération et de son contexte, etc. Et vous précisiez bien à un moment que pour obtenir de la DRAC des autorisations de travaux, il fallait qu'il y ait un minimum d'entretien que la commune réalise. Donc c'était en 2020, il y a 2 ans. Oui. Mais le carnet d'entretien, il a été voté bien plus tard. D'accord. Il a été fait bien plus tard, le carnet d'entretien. Oui, mais il y a quand même de l'entretien dont on n'avait pas besoin du carnet d'entretien pour savoir que c'était de l'entretien à faire. Oui. Tout ce qui était végétation, etc. Enfin, c'est quand même... on savait que c'était à faire. Pour ça, il fallait qu'on ait l'autorisation, si vous voulez la faire, pour savoir dans quelles limites. Par exemple, on ne peut pas faire un certain nombre de travaux, ça peut être fait que par une société spécialisée, donc avec du matériel spécialisé, enfin bref. Donc nous, on a mis longtemps à comprendre qu'en fait, ils attendaient que nous, on fasse l'entretien avant de pouvoir aller plus loin. Donc voilà, maintenant c'est fait, et on continue, les services le font assez régulièrement, de manière à ce qu'on évite cette végétation qu'il y avait jusqu'à présent. Alors, la laissons d'accord pour la réalisation de travaux d'entretien conformément à la programmation qui sera établie dans le diagnostic sanitaire et dont le montant est estimé au maximum à 25 000 € TTC par an. Quels sont les travaux d'entretien réalisés dans le cadre de cette convention? Je viens d'en parler. Pour quel montant? Alors, le devis de l'entreprise Lefebvre comprenant le décaissement des sables et végétaux au-dessus du géotextile existant sur la rue traversière et la repose d'un géotextile et une couche de sable s'élève à 23 925,18 € TTC. La subvention départementale est plafonnée à hauteur de 15 000 € et donc la part restant à la charge de notre commune s'élève à 8 925,18 €. On en est au stade du devis. Ça, c'est sur les 2 ans. Pardon? Parce que c'est 15 000 € de subvention. Ouais. Enfin, c'est une subvention qui représente 80% des travaux subventionnés, plafonnés à 15 000 €, mais c'était sur 2 ans, c'était par année. Oui. Et donc, ça c'est sur ce que vous nous avez indiqué là, c'est sur combien d'années? Est-ce qu'il y a eu des demandes qui ont été faites, une demande de subvention qui a été faite en 2020 pour des travaux? Non. Est-ce qu'il y en a une qui a été faite en 2021? 2022. Ah oui, d'ailleurs, je pense que c'était décembre, donc c'était pour 2021 et 2022. Ouais. Voilà. Donc sur 2021, rien n'a été demandé. Non. Alors, pour ça, je vais répondre à la question après, votre question, puisqu'il y a une autre réponse qui arrive derrière. Alors, en plus, on a pris rendez-vous. Donc, on a rendez-vous normalement le mercredi 16 novembre, donc demain, in situ, avec l'entreprise Lefebvre pour l'élaboration du planning d'intervention. D'accord? Donc, on pourra vous en dire plus, effectivement, sur ce qui va vraiment être fait et ce qui pourra... et le délai pour le faire, en fait, en réalité. Et la dépose et la repose, le décaissement, etc. du géotextile, c'est considéré comme une priorité dans le cadre du carnet d'entretien. Oui, c'est spécialiste. C'est l'entreprise Olympia qui l'a fait. Oui, c'est pas... Ouais. Bon, nous, on l'a vu, effectivement, elle est dans un état pas possible. Hein. Ouais.
Alors, cette convention expire le 31 décembre 2022. Savez-vous si ce dispositif sera reconduit par le département? Alors, l'accord cadre avec les maîtrises d'œuvre pour les travaux d'entretien établis dans le cadre du dispositif départemental entretien du patrimoine rural arrive à son expiration à la fin de l'année 2022. Le département nous a dit, que ce dispositif serait certainement reconduit pour 3 années, mais sous une forme un peu différente. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va en sortir. Donc le département passe au vote la mise à jour du carnet d'entretien lors de la prochaine commission permanente du 18 novembre, donc dans 2-3 jours, à l'issue de laquelle nous recevrons une nouvelle convention à signer. La mise à jour du carnet d'entretien nous permettra de prendre de l'avance et de procéder à l'organisation de la deuxième opération de travaux sur le château prévue sur l'année 2023. Cette opération permettra de hiérarchiser les travaux prioritaires à mener en 2023 à la lumière et en continuation de ceux qui seront réalisés cette année. Pour cette opération, le devis de l'Impia Architecture s'élève à 5 374,80 € TTC. Ce devis comprend la mise à jour du carnet, mais aussi la préparation des bons de commande, ainsi que le suivi d'exécution de la deuxième phase de travaux d'entretien prévue en 2023. La participation du département est à hauteur de 80% et s'élèvera à 4 299,84 €. Le reste à charge sera donc de 1 074,96 € TTC pour la commune. Alors, le total du montant sera avancé par le département des Yvelines et la partie restant à notre charge ne nous sera demandée qu'une fois les travaux réalisés. C'est rare. C'est rare, bah oui. Une chance. Alors par contre, il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est quels sont les travaux qui ont été financés dans le cadre du fonds de soutien de l'agence ingénierie et pour quel montant? Parce que dans la convention, il est écrit que, ne font pas partie du dispositif, sont exclus les travaux d'urgence et de mise en sécurité des édifices. Et je pense que les travaux d'urgence, il y en a. Donc ça qui sont financés dans le cadre du fonds de soutien de l'agence ingénierie. Donc est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits dans ce cadre-là? Non, pas dans ce cadre-là. Et est-ce qu'il n'est pas possible de se rapprocher d'ingénierie? Parce que par exemple, quand on pense à la porte d'entrée du Châtelet, qui est quand même ce qui nous empêche de faire entrer les visiteurs, oui. Si on pouvait bénéficier de ce fonds de soutien, je pense que ça serait quand même un pas énorme dans la connaissance du château. Oui, d'accord. Oui. Bon. On va leur demander. Voilà, merci. Une question, petite ville de demain. Pouvez-vous nous indiquer le nombre de participants par atelier dans le cadre de la concertation menée auprès de la population? Je laisse la parole à monsieur Félicien Margaritas. Bonsoir. Alors, sur les chiffres, on les a remontés. Pour la réunion publique de présentation qui était au mois de mars, je crois, il y a eu 60 personnes qui étaient présentes. Le stand citoyen, 50 personnes se sont arrêtées sur le stand au moment où c'était des Restos du Cœur. Il y a eu 232 réponses aux questionnaires qui étaient en ligne sur Internet. Les ateliers pour les habitants, il y a eu 30 habitants qui étaient présents pour les ateliers de fond. Il y a eu aussi la participation des enfants avec les écoles et le périscolaire. Thierry Doléan et Céline Morin ont été mobilisés sur le sujet. Il y a eu 150 élèves. Pour la balade urbaine, il y a eu 20 personnes. Au total, ça fait 542 personnes. Évidemment, il y a peut-être une personne qui a fait plusieurs choses, donc le chiffre 542 n'est pas forcément le nom, mais voilà, parce que c'est l'exemple d'idée. Bien, on vous rappelle la réunion publique de lundi pour la restitution justement de la concertation. 19h30. Voilà, très bien. Bien. À la Barbacane, oui. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autre chose, je vous remercie pour votre attention et votre présence. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. Merci.